Bonjour et bienvenue dans mon atelier. Bienvenue dans Histoire d'artisan. Je suis Lisa Millet et je serai votre guide dans l'exploration de l'artisanat. Je vous fais découvrir les visages, ou plutôt les voix, de ces femmes et hommes qui ont décidé de passer leur vie à créer. Aujourd'hui, nous accueillons Arnold d'Alger, peintre sur céramique et sur soie. Arnold a toujours été attiré par le dessin. Graphiste, il a lancé le Bazar d'Alger pour un retour à la matière. Dans cet épisode, il fournit des conseils à tous les artisans qui se sont lancés ou qui veulent se lancer concernant l'image de marque. Avec lui, on a souvent abordé le sujet du storytelling. L'histoire que vous allez écouter a été enregistrée un samedi après-midi, après un bon déjeuner entre Arnold et moi. Je vous préviens, car on y fait souvent allusion. Profitez bien et belle écoute! Bonjour Arnold, merci de m'accueillir dans ton atelier ou ta maison. Oui, c'est un peu les deux, c'est vrai. Est-ce que tu veux nous raconter ton histoire, Arnold, s'il te plaît? Par quoi commencer? La création du Bazar d'Alger, ça vient de mon activité principale qui est le graphisme et l'illustration. Ça fait maintenant 10 ans que je pratique cette activité et j'avais besoin de revenir un peu plus à l'utilisation de matériaux et de matières. Donc du coup, je me suis inscrit à Paris Atelier pour des cours de peinture sur soie et décor sur porcelaine. Ceci m'a mené à décorer des assiettes de seconde main que je chine à travers la France et sur les internets. Et donc du coup, j'ai décidé de créer le Bazar d'Alger pour faire vivre ces créations, pour qu'elles aient un espace d'existence en fait. Donc il y a le site bazardalger.com, il y a l'Instagram, Bazar d'Alger. Voilà, donc je propose de personnaliser de la vaisselle ou des pièces en porcelaine avec de l'or ou du platine que j'applique manuellement au pinceau dans l'atelier. Ok. Quel a été ton déclic de passer de la tablette graphique, si j'ai bien compris, Ouais. à la matière? C'est vraiment pour quitter un peu cet écran que je voyais un peu trop depuis ces 10 ans de pratique du graphisme. C'est pas pour le quitter parce que j'y suis toujours encore beaucoup, on va pas se mentir, il faut quand même toujours créer du contenu, faire des photos, presque pour le site, pour l'e-shop, assez permanent en fait. Mais au moins j'ai cette pratique du dessin que j'avais à travers l'illustration, mais là j'ai repris mes crayons quoi. J'ai repris mes crayons, j'ai repris des pinceaux, ces choses que je faisais avant. C'est ce pourquoi j'avais commencé en fait à faire des arts appliqués. En fait, on se rend compte qu'avec la réalité du travail, on perd cette relation à la matière et au support papier ou autre, porcelaine dans mon cas, ou soie d'ailleurs, parce que j'ai fait donc de la peinture sur soie aussi. Et c'est quoi le graphisme? Ça t'est venu comment? Tu dessinais vachement quand t'étais petit? Non, en fait, moi, quand j'étais gamin, je voulais faire de la joaillerie. Ok. Gamin, c'est quel âge? Assez petit, j'avais 7-8 ans, 10 ans, un truc comme ça. Putain, c'est incroyable à 7-8 ans de se dire je veux faire des bijoux. Ouais, j'avais envie de ça parce que, je sais pas, ça m'attirait vachement, je crois. Ma mère aimait beaucoup ça, et c'est vrai que je sais pas, j'avais envie de créer des trucs comme ça. Donc du coup, bijouterie, joaillerie, quand j'ai eu 16 ans, j'étais à Albi. Et à Albi, à 14 ans, quand on commence à savoir dans quelle filière il faut aller, tu vois. Dans le lycée? Ouais, voilà, au lycée, on m'avait proposé un truc un BEP joaillerie ou je sais pas quoi, mais dans le centre de la France, un truc où je me voyais pas du tout aller. Puis c'était un truc genre BEP ou je sais plus quoi, et ma mère avait dit non, il n'est pas question que tu fasses une formation courte, tu feras des études longues. Il y avait cette idée-là, je sais pas pourquoi. Enfin, ou un CAP, un truc comme ça. C'est un truc qu'elle avait fait elle, si tu veux, donc elle avait pas envie que je fasse ça. Et du coup, j'avais un prof d'art plastique qui, lui, avait compris un peu ce que j'avais envie de faire, et qui m'a parlé donc de la filière art appliqué qui commence en seconde. Et donc, en seconde, tu commences à apprendre les métiers qui touchent au design dans toutes les filières qu'on peut imaginer, la création d'espaces, d'objets, de communication visuelle,
tout ça. Et donc c'était sur dossier, et il se trouvait qu'il y en avait une à Bayonne, enfin à Anglette. Donc j'ai été pris et j'ai fait mes 3 ans là-bas. Ensuite, je me suis retrouvé à Toulouse, assistant de création industrielle, en design d'objets, que j'ai raté. C'est-à-dire quoi que t'as raté? J'ai pas eu mon diplôme, j'ai pas validé. Qu'est-ce qui s'est passé, Arnold? C'était absolument pas ce que j'imaginais en fait. C'était vraiment hyper technique. J'avais pas ce côté travail de matière qui m'attirait, moi. Ouais. Tu vois, dans ma tête, j'allais fabriquer des trucs. C'était pas tirer des plans, faire des trucs en mousse à la con. Ça me plaisait pas du tout, quoi. Enfin, c'est pas du tout ce que j'avais imaginé. Donc du coup, j'y suis allé un peu à reculons. J'ai fait une dépression parce que je m'étais planté. Ça m'a vraiment déçu. J'avais le record d'absence de l'école, pour te dire à quel point j'étais assidu. J'ai terminé ce BTS, donc je l'ai raté. Et ensuite, je suis allé dans une école de graphisme parce qu'il fallait que je fasse quelque chose. Donc je me suis dit, essayons le graphisme, parce que le dessin, j'aimais bien ça. Donc je me suis dit, pourquoi pas l'appliquer au graphisme, à la mise en page, ce genre de choses. Puis ça m'a plu. J'ai fait 2 ans. J'ai appris ce que j'avais à apprendre. J'ai fait un stage et ça a débouché sur un job dans un magazine pour lequel j'étais graphiste. C'était la grande époque de la création de l'auto-entreprise, le piège à gens sympas, tu vois. Ouais. Non, à la base, j'avais décroché un CDI, j'étais hyper content, c'était genre 1400 € en CDI après un stage, donc j'étais vraiment genre plus heureux du monde. À Toulouse ? Non, c'était à Paris. C'était à Paris pour ce magazine-là. Et puis le contrat, je l'ai renvoyé et il m'est jamais revenu. Ils l'ont jamais signé. Mais non. Donc du coup, je me suis retrouvé à arriver à Paris, genre une semaine avant. Donc, je vais voir les mecs et je leur dis, mais attendez, il est où mon contrat là? Je comprends pas. Il fait, non, mais tu vas voir, c'est génial. Tu vas te mettre en auto-entreprise. Mais non. Et donc du coup, je me suis retrouvé avec 1400 balles par mois, mais brut du coup. Donc c'est moi qui paye mes charges et tout. Ouais. Donc en fait, t'as rien toi, t'as 700 balles. Hein. En gros. Oh là là. Puis ce job m'a amené à rencontrer la galerie pour qui je travaille toujours aujourd'hui, depuis maintenant plus de presque 10 ans en fait, qui fait de l'édition de livres d'art. Ok. La galerie Enrico Navarra. Donc ça fait presque 10 ans que je suis dans ce circuit. Ok, donc t'es plus parti sur le dessin. Mais le graphisme, ouais. T'as déjà eu ce rapport à la matière avant de lancer les Beaux-Arts d'Alger ou... Ouais, quand j'étais petit, mes parents m'avaient demandé de choisir un sport. J'ai choisi poterie. J'étais hyper fan de sport, donc, comme tu peux l'imaginer. Je vois ça. Donc j'ai choisi poterie, et je trouvais ça chouette, et ça, et puis, je sais pas, non, puis en fait, je me voyais pas faire autre chose. Tu sais, au moment du choix du bac, là, j'étais là, genre, mais qu'est-ce que je fais, en fait? Je voyais pas, je me voyais pas être médecin, avocat, j'avais des trucs de sous, tu vois, je me fallait des sous, je sais pas pourquoi, je me disais, quitte à faire un job, autant que ça te rapporte des sous, si c'est chiant. Mais non, en fait, je voyais, et en fait, merci à ce prof quoi, de collège, parce que sans lui, je sais pas du tout ce que j'aurais fait, pas du tout. Hein. D'où l'importance d'être accompagné à cet âge-là, carrément, par la bonne personne. J'ai eu un coup de peau, mais monstrueux. Sans ce mec, j'aurais jamais entendu parler de ces formations-là. Il y a des familles où ça existe. Tu vois, quand tu baignes dedans, ça paraît être évident, tu vois. Quand t'es acteur, tes parents sont acteurs, ils trouvent que c'est facile de devenir acteur, que c'est une vie possible. Oui. Mes parents, le design, oui, ils ont une sensibilité pour ces choses-là, mais je pense qu'ils voyaient pas le métier derrière, quoi. C'était un truc un peu... Ils font quoi tes parents ? Un peu flou. Ma mère a été mère au foyer presque de notre enfance avec ma sœur. Mon père était militaire.
il n'y avait pas forcément, si tu veux, de gens, à part mon... Enfin, si, la sœur de mon père est écrivaine, et son frère est peintre, il en vivait pas, quoi. Donc, pas un métier, quoi, si tu veux. Donc c'était un hobby, passion. Ouais, c'est un truc, si tu veux, on sait tous qu'il y a des gens qui le font, on imagine qu'il y a des gens qui le font, mais on sait pas comment on y arrive, en fait, forcément. Et si t'as pas quelqu'un au lycée qui te dit, on peut commencer dès la seconde, et faire ce cursus, ou après le bac, faire une mise à niveau d'1 an, et rattraper le wagon, ouais. Tu sais pas. Et moi, sans ce mec-là, aujourd'hui, je pense que je sais pas ce que je ferais. Est-ce que tu peux nous présenter du coup le bazar d'Alger et nous expliquer donc ce que tu fais et les techniques que tu emploies? Le bazar d'Alger, c'est plein de choses, mais d'abord ça a été, j'ai commencé par la vaisselle. Donc c'est la vaisselle que je chine sur soit le Bon Coin, eBay, toutes les Emmaüs de France ou ce genre de choses, ou les brocantes. Donc je cherche de la porcelaine. Blanche, pas déjà décorée ou pas. Là, j'en vois pas de la déjà décorée en fait. Non, parce que j'ai pris des basiques pour les premiers. Ok. Mais c'est tout à fait possible. En fait, la porcelaine, ça se recuit autant qu'on veut. Ah ouais? Ouais. Il n'y a aucun problème pour le décor. On peut cuire à volonté. Porcelaine et grès et... Moi, je travaille que sur porcelaine. Ok. Parce que pour moi, c'est plus stable. Il y a moins de risques. Ok. Donc je préfère me limiter à ça pour le moment. J'ai fait des essais sur d'autres, notamment de la faïence décorée, et j'ai eu des mauvaises surprises, alors que la porcelaine, j'ai jamais eu de problème. Une mauvaise surprise, c'est quoi? Ça brûle, le décor brûle, ça explose. Ça doit être tellement angoissant d'avoir le truc qui explose dans le four. Ça fait un gros bruit, non? Parfois t'as des surprises. Je suis pas là la plupart du temps quand ça cuit, donc je sais pas. Les voisins ils doivent trop peur, mais qu'est-ce qui se passe ici? Ça doit faire un ploc chelou, mais... Ponk, ouais, ça doit pas faire plus gros que ça à mon avis. Mais non, ce qui est terrible, c'est quand ça s'écroule, quoi, parce que je les empile, les trucs. Donc si t'as celui du milieu qui pète, y a tout qui tombe, hein. Donc tu te retrouves avec une cuisson en miettes. Donc c'est super. Donc pour en revenir à tes questions, donc de la vaisselle chinée, ensuite donc je la décore au pinceau à l'or ou aux platines. Soit les gens me demandent de créer un motif sur mesure, qui m'arrive la plupart du temps en fait. C'est souvent soit pour eux, soit pour faire un cadeau. Donc je leur propose de me donner un thème ou une phrase ou enfin ce qu'ils veulent, et je leur propose donc au crayon gras une interprétation de leur thématique qui est directement dessinée sur l'assiette ou l'objet, pour leur présenter le placement et leur montrer à peu près ce que ça peut donner. Donc ils me le valident ou ils me le modifient tant qu'ils veulent, tant que c'est pas cuit, tout peut changer. Et ensuite, j'applique la matière métallique, qui est liquide, pinceau donc, ou à la plume, ça dépend de la finesse ou du rendu demandé. Et après ça, ça passe au four pendant 3 heures de chauffe, et puis ça refroidit pendant 5-6 heures. Après ça, il faut que je vérifie que les pièces sont bien cuites, qu'il n'y a pas eu d'éclat. Parfois, le dessin, quand il y a un peu trop d'or qui a été posé, il y a la matière qui fait des petites pétouilles, donc il faut les gommer et repasser le pinceau, parce que parfois l'or éclate, donc il s'en va. Ok. Pour faire ça, il faut thé l'or, parce que parfois il y a du surplus, recuire jusqu'à ce que ce soit bien. Ok. Et chaque pièce est signée, datée et unique. Je ne refais pas 2 fois la même pièce, c'est pas possible. Oui, de toute façon tout ce qui est dessin à la main... Ouais, tout est unique. Et il y a le carrelage, j'ai oublié.
Il y a le carrelage aussi, donc pour ça qu'il y a de la faïence. Comme c'est du blanc et qu'il n'y a pas de décor, ça va. Ouais. Enfin, du blanc ou autre chose d'ailleurs, hein, ça marche sur. Parce que j'ai vu que t'avais des carreaux bleu foncé. Ouais, exactement. Et hyper sympa d'ailleurs comme rendu. Ouais, c'est joli. Le contraste est assez chouette. Mm. J'aime bien travailler sur les couleurs en fait, je trouve ça sympa. Mais c'est plus difficile à trouver dans la vaisselle en fait. Hein. C'est assez rare d'avoir des services. Enfin, dans ce que j'achète en tout cas, il y a des liserés, mais il n'y a pas de pleine couleur. Ouais, c'est pas uni. Non, j'ai rarement vu ça sur de la porcelaine, en tout cas dans ce que j'achète, que je cherche dans mes recherches standards, ça sort pas trop. Donc le carrelage, oui, en fait je me suis mis au carrelage pour m'attaquer à de la surface, à du volume. J'avais envie de me dire que ce décor, ça pouvait habiller des choses plus grandes et me donner plus de liberté dans le dessin. J'avais envie que ce soit pas de limite en fait. Parce que du coup, avec des carreaux, en les multipliant, on peut couvrir des kilomètres carrés, quoi. Oui, tu peux faire des frises. Je peux faire des frises, des fresques, je peux faire des fonds de... J'imagine que je peux faire des fonds de piscine, je peux faire... Plein de poissons en or. Exactement. Et ben ça, c'est une piscine chic. Exactement. Ouais, je me dis, j'ai envie d'explorer des choses comme ça, des restaurants, des salles de bain, pour que ce soit unique, quoi. Voilà, j'ai fait récemment une amie qui est venue déjeuner à la maison un dimanche. Et elle me dit qu'elle est en train de terminer sa cuisine et je lui propose de lui faire sa crédence. Donc il y avait une surface de 2,50 m par 1,20 m, je crois, un truc comme ça. Ah, c'est pas mal, hein. Ouais, c'était super bien, j'étais trop content. Elle me dit, attends, j'adore, est-ce que tu peux me faire ça? Par contre, j'ai mon avion mercredi. Banco, on y va. Donc j'ai bossé 3 soirs de suite et 3 matins de suite, tant que j'ai pu pour finir sa fresque. Et je suis assez content du résultat. Ça sera posé cette semaine, j'aurai les photos la semaine prochaine, j'ai hâte de voir le résultat. Est-ce que tu peux expliquer ce que tu fais quand la vaisselle elle est abîmée, cassée? Je travaille avec Michio, qui est un artisan qui pratique le kintsugi, qui est une technique traditionnelle japonaise de réparation des objets pour leur donner une seconde vie et les réutiliser. Ce qui est un peu le concept que j'essaie de défendre avec le bazar d'Alger, en tout cas pour ce qui est de la vaisselle. Et donc je fais appel à ces services quand parfois une pièce est un peu ébréchée ou qu'elle a explosé dans le four ou quelque chose comme ça et que j'ai pas envie de la jeter, je fais appel à Michio qui elle leur donne une énième vie. Encore une. C'est super beau, j'adore ce rendu, le kintsugi c'est vraiment super beau. Donc je le fais pas moi-même, je travaille avec Michio qui elle fait ça depuis des années. En fait, pour expliquer un petit peu au micro, je pense qu'il n'y a pas mieux pour visualiser que de voir une image, mais c'est comme si... Aux endroits en fait où c'était cassé, elle applique une résine qui est ensuite saupoudrée d'or. L'objet est veiné d'or. Donc c'est hyper beau, c'est magnifique, c'est vraiment un rendu superbe. Et du coup, je me suis permis d'utiliser ce rendu graphique sur des assiettes qui n'étaient pas cassées. Comme c'est un peu la même idée, si tu veux, de sauver des objets qui allaient être abandonnés ou oubliés. Je me suis permis aussi d'utiliser ce graphisme sur des objets qui n'étaient pas cassés. Ok. Parce que je trouve ça super beau, donc et c'est magnifique, ouais. Je m'en suis servi. Et donc à côté de ça, tu as ta peinture sur soie. Oui, absolument. La peinture sur soie, c'est un truc que j'ai commencé en même temps que le décor sur porcelaine. Donc ça, c'est un truc vraiment qui m'éclate beaucoup parce que on est en plein dans la matière. D'appliquer de la couleur sur du tissu, c'est vraiment un plaisir de voir la couleur diffusée dans le fil et les mélanger. Et la soie en plus qui est un matériau brillant, ça donne des couleurs comme si c'était mouillé, tu sais, c'est vibrant, c'est super beau. Et donc du coup j'en fais des grands panneaux décoratifs qui font 140 de large par minimum 2-3 mètres de haut, qui sont présentés comme des tentures en fait. C'est des œuvres à part entière qui sont aussi pareil, on peut me demander sur un thème imposé, c'est complètement ouvert, donc ça c'est un truc que je veux développer aussi. Et ça va aussi se développer, j'espère bientôt, en vêtements. J'ai déjà fait faire les patronages pour qu'on puisse faire des chemises. Donc il y a un modèle de chemise unisexe à manches courtes. Il y a un bombers réversible
une robe chemise, et après tout ce qui est accessoires, foulard, bandana, des choses comme ça. Et des chouchous aussi. Mais c'est quoi ça, c'est des marques qui t'ont contacté pour que tu fasses le graphisme? C'est moi qui l'ai fait, c'est moi qui l'ai produit. Ok. J'ai cherché en fait des artisans dans mon quartier, donc les personnes qui font le roulotage à la main. Le roulotage, c'est pour que les bords des foulards se ferment en fait. Ouais. Donc ils sont roulotés, le mot est assez parlant, Ouais. et le fil passe au milieu, et ça c'est fait à la main par des couturières. Donc c'est un travail de fourmi, mais je tenais vraiment à ce que ce soit fait comme ça. Donc, j'ai cherché en fait dans mon quartier, donc c'est les ateliers Boivin qui sont à Sentier, qui font ça très très bien. Je suis très content de travailler avec eux. Il y a mon encadreuse Elisabeth Leroux, qui fait de la tension de soie, donc qui me permet d'encadrer mes soies sur des formats ronds comme tu as pu le voir, ou de les emprisonner dans cette barre de chêne peinte qui a été réalisée par elle et par Paul, le sculpteur sur bois avec qui elle travaille. J'essaie toujours de trouver des gens proches de moi, en fait, et j'ai toujours eu de la chance de trouver assez facilement. Je me dis toujours qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. Tu l'as créé? Ouais, c'est vraiment ça. Je rencontre toujours des gens au moment où j'en ai besoin, en cherchant assez peu, je trouve. Ça arrive assez vite. Je trouve pas ça si dur que ça. Comme il y a Elisabeth l'encadreuse, Paul, la couturière Sylvie à qui je travaille, elle habite à 3 rues elle a son appart à 3 rues de chez moi. Donc Mais du coup, ça va être quoi? Ça va être des modèles, elle va te faire... en fait non, je lui ai donné des pièces que j'avais achetées en fripe, Ouais. que je trouvais cool. Je lui ai demandé de changer quelques détails d'emmanchure ou de poche ou des choses comme ça. Donc c'est 3-4 basiques quoi. Ok. Mais avec du coup l'éventail incroyable de la personnalisation Ouais. à la main quoi. Enfin, Et c'est du encore blanc une fois une pièce unique. Parce que après, tu vas repeindre Je peins. par-dessus. Non, je l'ai peint en fait. Ah, tu l'as peint avant? Pour peindre de la soie, il faut la tendre sur un métier. Ouais. Donc là, moi, je me suis fait faire un métier par Paul, justement le même qui a fait les encadrements de tenture, de 3 mètres par 2. Donc du coup, j'ai ce grand panneau de tissu Ok. que je peins. Et ensuite, il part à la couture, à la découpe. Et dans cette pièce-là, Ok. elle coupe des vêtements. Ok, et quand tu disais les fripes, c'est les... C'était pour faire le patronage, pour faire la forme du vêtement. Ah, ok. Voilà. Ok. C'est pour faire la forme du vêtement en fait. Je suis allé dans des fripes pour trouver des vêtements Ok. que je trouvais cool. Ensuite, j'ai demandé à la couturière de me faire les patronages pour qu'elle recrée la forme du vêtement bien comme je voulais en modifiant des trucs. Ensuite, je peins sur la soie. Ça repart chez la couturière pour couper et monter. Et ensuite, voilà, on a fait le vêtement. Et ensuite, ça va sur le client pour que ce soit fait à sa mesure. Donc, Ok. c'est du Ah oui, c'est sur-mesure. du sur-mesure. C'est du sur-mesure total. Voilà, ça c'est la prochaine étape du besoin d'Alger. Et ta soie, tu te fournis où? La soie, j'ai aussi trouvé, grâce à la magie d'Instagram, il y avait une foire qui s'appelle Silk in Lyon, Ok. qui est une foire annuelle qui présente tous les créateurs et producteurs de soie français. J'ai cherché là-dedans. Pour ces vêtements, je me fournirais chez Denis et Fils, qui est un tisserand lyonnais qui fait tout à Lyon. Il reçoit la matière première qui, elle, n'est pas produite en France, parce qu'il n'y en a plus. Il n'y a plus, Ouais. il y a plus de ferme à verre à soie. Il n'y a plus ça existe plus en France. Donc ça vient du Chine ou du Brésil. Et ensuite, tout est tissé chez eux, à Lyon, selon des savoir-faire traditionnels. Donc je suis allé au showroom, il y a des centaines et des centaines d'échantillons, c'est à devenir fou, que je me suis limité à des tissus écrus et blancs parce que je les peins, donc ça sert à rien de prendre des couleurs. Mais oui, non, il y a du twill de soie, il y a du taffetas, il y a plein de choses que j'ai envie de travailler, mais pour l'instant, je vais me limiter au twill, je pense, Ouais. pour faire les premiers prototypes déjà. Puis on verra après, de toute façon, ce sera à la commande parce que à budgéter, c'est quand même assez conséquent. Pour produire une pièce, c'est
c'est pas donné. Donc Tu dis la matière, c'est quoi? C'est du twill? du twill, ouais, tu sais, c'est l'éclair Hermès, c'est du twill. Ah oui, Voilà. ok. C'est c'est un tramage, en fait c'est mais tu vois un peu Ouais, qu'un comme une Hermès, je vois, trame, ouais. tu vois, Ouais. des lignes et c'est des lignes diagonales en fait dans le tissu, tu vois. Ah. Voilà. C'est comme ça. Ok. C'est une façon de tisser le truc en fait. Twill, c'est une manière de tisser le truc. C'est Ok. ça que ça veut dire. Ça m'intéresse de connaître, alors non seulement sur ce que tu es en train de développer là, un peu la marque de vêtements, Ouais. ça m'intéresse de connaître ton business model. Parce que pour moi, le fait que ce soit du sur-mesure, que la soie c'est quand même une matière première assez chère, toi tu passes du temps, la couturière il faut que tu la rémunères, au final ça fait beaucoup d'accumulation de frais. Quel est ton business model par rapport à ça? Tu t'es dit, moi, je fais du sur-mesure, donc ça va être je vais toucher que ceux qui ont vraiment de grands moyens, ou j'ai envie d'être accessible. Comment tu fais? Malheureusement, que ce soit la porcelaine que je travaille la travaille avec un matériau précieux qui est l'or Ouais. ou le Ouais, c'est platine. Par la force des choses, c'est du fait main, c'est un métal précieux, c'est une pièce unique. Fatalement, Ouais. les tarifs vont être ce qu'ils sont. Je sais pas si c'est élevé, oui, par rapport à une assiette Ikea. Oui, c'est oui. sûr, mais bon, voilà, c'est pas que je vaille c'est pas que je vaille quelque chose, mais plus qu'un autre, mais c'est moi qui fais tout à la main, donc il y a des entrées de gamme, par exemple les assiettes avec les petits lettrages dedans, comme les pâtes alphabet, Ouais. où les gens peuvent écrire ce qu'ils veulent, me demander d'écrire ce qu'ils veulent. Ça, c'est une quarantaine d'euros, ce que je trouve pas excessif. L'assiette ? Ouais, l'assiette. Et c'est quoi? C'est un tampon, c'est ça? Tu Non, t'es non, fait non, faire un tampon, même pas? Un tampon. Je sais pas, t'aurais pu faire un tampon pour... Ah non, non, planter dans le- je le fais à la... Ok, c'est quand même... Je fais c'est tout à la quand main. même- C'est quand même du pinceau. Ah oui, oui, oui. Ok. Ah non, mais il n'y a rien qui est fait de manière mécanique. Ok. Tout est fait à la main. Tout. Et après, tout ce qui est la soierie, pour l'instant, c'est à l'état de prototype, si tu veux. Donc... Tu te cherches. Je cherche... Non, je veux le produire. Il n'y a pas vraiment de business modèle. Je veux juste que ça existe pour pouvoir le proposer. Donc il me faut une pièce de chaque. Être accessible, non, c'est pas mon créneau. Je fais pas de production de masse. Ouais. Voilà, c'est que des pièces uniques. Et qui dit pièce unique dit fatalement prix élevé. Et les gens sont sensibilisés à ça? À quoi? Je trouve que c'est un peu le problème de l'artisanat. Ouais. C'est que c'est du fait main et les gens, les artisans, ils passent du temps. Et notamment dans la céramique, en fait, où tu peux acheter des assiettes, tu peux acheter 15 assiettes à 15 euros. Ouais. Et dès que ça devient du fait main, Ouais. tu passes à 15 euros l'assiette. Ouais. Donc j'ai l'impression, en fait, à force de parler avec des céramistes, que c'est pas forcément en vendant leur création qu'ils arrivent à se faire de grosses marges. C'est là où c'est quand ils vont faire des cours, etc. Ouais. Ma question c'est est-ce que t'as beaucoup de personnes qui disent 40 euros l'assiette, il n'y a pas de souci, Ouais. ou il faut que tu les sensibilises, il faut que tu leur expliques, il faut que en fait tu les éduques? Éduquer les gens, non, parce que quelqu'un qui veut pas mettre 40 euros dans une assiette, il les mettra jamais. C'est des gens qui sont sensibles à ce genre d'objet, si tu veux. C'est que des gens qui ont une sensibilité à ça, qui sont attirés par ça, qui ont envie d'offrir ou d'avoir quelque chose que personne d'autre n'aura. C'est l'argument principal, si tu veux. J'utilise de l'or plutôt que de la couleur parce que au fond je demande aux gens de faire l'effort d'accepter une pièce qui a déjà eu une vie, qui est déjà abîmée. Alors je fais attention de ne pas prendre des choses qui vont se casser
en deux machines, hein, on est Ouais. d'accord. Mais c'est quand même des choses, bon, bah, ça se voit. Hein, au dos, il peut y avoir une griffure, il peut y avoir l'émail qui est un peu abîmé, ou une légère ébréchure. C'est possible. Mais je pense qu'on vit à une époque où les objets se doivent d'avoir la vie la plus longue possible. Et c'est un concept qui existe depuis très longtemps. Puis c'est juste ne pas gâcher en fait. Oui, le raccommodage. Le Ouais. raccommodage. Moi j'en ai marre de racheter des meubles tous les 2 mois parce qu'ils sont pas bons. Parce que ça tient pas, parce que c'est de la mauvaise qualité. Donc de toute façon, donc tout ce que j'achète, moi je le récupère. À part le canapé ici, c'est que des trucs que j'ai rachetés ou en seconde main ou tout ça. Donc je demande un effort aux gens, mais en même temps j'essaie de leur faire dépasser ça en Oui. utilisant un matériau précieux. Oui. Et en plus, ce qui est important de savoir, ce que j'ai oublié de dire, c'est que quand les gens font l'effort de m'apporter une assiette de leur placard ou de la chercher eux-mêmes, ça se ressent dans le prix. C'est-à-dire que si j'ai pas à faire l'effort, moi, de chercher, de proposer, de nana, bah, le prix est moindre. Parce que c'est dans ce sens-là que j'essaie d'éduquer les gens, c'est de leur proposer un service qui est nouveau, en fait, qui n'existe pas. J'ai pas déjà entendu parler de ça, en fait. J'essaie de récompenser les gens quand ils font l'effort de réutiliser et de rallonger la vie des objets qui existent déjà. Pour moi, c'est hyper important. Je trouve que c'est avec ce genre de démarche d'entrepreneuriat que les choses peuvent avancer, peuvent être plus durables, plus responsables. C'est très important pour moi. Et dans ce cas-là, je sais qu'il y a une des contraintes, c'est qu'il faut que ce soit de la porcelaine. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres contraintes si on veut te ramener de la pièces, vaisselle? Non. Franchement. Juste porcelaine. Ouais. C'est vraiment. Il peut y avoir des reliefs, il peut y ça avoir peut déjà être, des dessins. Ah ouais, absolument. La porcelaine, ça supporte tout. Il y a toujours un risque. Oui. Le zéro n'existe pas, donc ça peut exploser. Il y a des porcelaines où l'émail à la recuisson, elle peut craquer. Ouais. Tu vois, bon. Ça existe, hein, c'est possible, mais ça n'empêche pas de l'utiliser. C'est la qualité de la porcelaine ou c'est Oui, parce ça qu'il y a peut. des mélanges? Soit il y a un mélange, soit c'est la qualité de la porcelaine. Il y a plein de raisons, oui, pour lesquelles ça peut, mais c'est rare, quoi. Enfin, moi, tout ce que j'ai acheté, enfin, tu le vois, il y a des tonnes de vaisselle partout. J'ai pas eu d'accident. Ok. Franchement, j'en ai eu 2. C'est 2 trucs qui ont explosé. Je les ai fait réparer par Michio. Le reste, j'ai eu 0 problème. Et comment, en tant que novice, on reconnaît de la porcelaine? En général, c'est écrit dessus. C'est comme le porcelaine. Exactement. On revient au fromage. On revient au fromage. Oui, en général, c'est écrit dessus. C'est estampillé au dos parce que tous les porcelainiers l'écrivent, que ça vient de chez eux. Donc, en général, la porcelaine, c'est blanc, la plupart du temps, sauf quand c'est décoré. Grain fin. Grain fin, voilà. J'en avais déjà parlé dans un épisode, mais Ouais. en céramique, il y a Ouais. au moins 3 types de terre qui sont connus. Ouais. Le grès, la faïence et la porcelaine. Ouais. Et grès, c'est avec des petits cailloux, donc ça se voit très facilement. Mhm. C'est le chamoté, ça. Ah, c'est le chamoté? Ouais, ça c'est le chamoté qui a des. Ah bah voilà, il y en a qui 4. Ouais. Non, mais c'est le grès chamoté. Ok. En fait, t'as le grès qui est une terre lisse aussi. Ok. Quand t'as une espèce d'aspérité dedans, c'est parce qu'ils rajoutent en fait du. Je sais pas ce que c'est d'ailleurs. Du C'est sable. du sable, Ouais. quelque chose comme ça. Donc du coup, ça fait cette espèce d'effet très joli, comme du papier de verre, tu sais, Ouais. un peu comme ça. Gros, un peu grossier. Mais au toucher, je crois qu'il n'y a pas trop de différence parce que en fait tout est émaillé. Si, j'ai l'impression que L'émail, ça se voit quand même. couvre quoi. J'ai déjà fait des ateliers où j'utilisais du grès. Il y avait. Enfin, c'était pas. La porcelaine, c'est hyper pur, c'est du sable C'est du- hyper fin. c'est du Donc, câlin, ouais. Non, parce que j'en ai des trucs en faïence là et c'est pas si différent. C'est plus lourd, hein. C'est plus dense la porcelaine, je pense. c'est plus dense. Ouais. Mais c'est tout, hein. Et surtout, c'est écrit dessus. Ouais. Donc. Enfin, la Même quand plupart c'est du made temps, in hein, China, je n'achète pas ça. c'est mort. Non, je n'achète pas ça. On peut pas acheter ça. Enfin, attends, ils font de très belles porcelaines, c'est pas du tout ça. Mais comme je disais tout à l'heure, ouais, j'ai pas envie que les objets aient un bilan carbone plus gros que nous.
donc je l'ai choisi en France. Il y en a dans Pléthore. tous les sens, les gens qui se débarrassent de trucs. Et je comprends parce que une vaisselle passée avec le filet qui tire la gueule, c'est pas très. Oui, c'est vrai que c'est pas très joli. Mais pour moi, c'est une matière première parfaite. C'est une aubaine. Ah ouais, c'est vraiment le bonheur pour moi, tous ces gens qui se débarrassent de ces trucs. Mais voilà, donc j'ai... Parce qu'en plus, c'était à l'époque, on faisait des cadeaux de mariage, Mais c'était ouais, souvent le service le entier, service quoi. de mariage, C'était souvent Le pour 120 pièces. Ouais. C'est là, genre, attends, qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, Je en plus, prends tout. les gens ne s'en servent jamais. Oui, c'est ça, on c'est s'en sert dingue. jamais. Je trouve ça fou. J'ai acheté un service là à Annecy. Le monsieur ne s'en était jamais servi. Il l'a eu à son mariage. Ça faisait 30 ans Ah oui. qu'il l'avait dans ses placards. Elle était neuve, elle est super belle. Il y a un petit liseré corail sur les rebords de pièces. Le truc est neuf, quoi. Et alors, il a fallu le faire venir d'Annecy. Bon, enfin, pour ça, je passe par Cocoli. Truc de covoiturage Je connais de pas. colis. C'est vachement bien. C'est un truc, en fait, tu t'appelles. Tu vois, ça, c'est les trucs que, tu vois, que je suis obligé de Ouais. trouver avec la création du truc. Ouais. Parce que parfois, tu trouves un truc qui est 3 fois moins cher en province qu'à Paris. Il faut dire que ça, c'est vrai. Hein, le Bon Coin, c'est beaucoup plus cher à Paris qu'ailleurs, hein, comme les Emmaüs. Il y a plus de trucs en province qu'à Paris parce que l'offre et la demande est ce qu'elle est. Hein. Ouais. Et Cocoli, donc du coup, c'est des gens qui font des trajets en bagnole. En l'occurrence, là, c'était un Annecy-Paris. Pour payer leur essence, ils prennent des colis de gens. Donc là, les 3 cartons de vaisselle, il les a cherchés chez le monsieur, il me les a apportés devant la porte. C'est incroyable ça. Et j'ai payé 50 € pour y aller en train, faire une journée, 200 € de billets, et je sais pas comment les porter dans le train. Donc, et en plus, c'est une économie solidaire, donc c'est cool, quoi. Enfin, je trouve ça très bien que les gens s'aident à se rendre des services comme ça. Moi, je trouve ça très cool. J'ai aucun problème à payer pour ce genre de service. C'est intéressant ça. C'est viable par exemple si un artisan qui est en province a une commande de quelqu'un qui est à Paris. Ouais. Il peut. En fait, parce que tu renseignes le format de ton colis. Donc, tu as des gens, en fait, même des professionnels. Quand un déménageur fait un déménagement Paris-Lyon Qu'après et il doit remonter, voilà. Donc c'est hyper bien. Franchement, moi j'encourage. Et c'est vraiment rentable parce qu'il y en a plein qui disent j'ai des problèmes pour envoyer notamment des céramistes qui sont en province. Franchement, qui passent par ça parce que comme c'est des gens en plus, si tu l'emballes bien, c'est dans un coffre. Qu'est-ce que tu veux qu'il lui arrive? Ouais. Il peut rien se passer. Enfin, si, bien sûr qu'il peut toujours se passer quelque chose, mais Oui, si c'est bien emballé, c'est emballé, quoi. Enfin, je veux dire, oui, les accidents, ça arrive à tout le monde. Hein. Ça arrive à la poste aussi. Non, moi, je trouve ça génial. Et puis, alors parfois, il faut pas être pressé, parce que pour faire ton trajet... il y en a pas tous les 4 matins. Pas. Mais en fait, moi, j'ai eu tellement de demandes que, en fait, tu choisis, parce que les gens, du coup, t'as des commentaires, t'as le nombre de courses qu'ils ont fait, on te demande de scanner ta pièce d'identité pour montrer qui tu es, parce que les courses sont assurées. Ok. Donc tu assures une valeur qui t'est remboursée ensuite s'il se passe quelque chose. Enfin, oui, parce que la personne peut partir avec le colis. Exactement. C'est hyper clean. Enfin, s'il part avec le colis, on a sa pièce d'identité, donc il n'a pas à aller très loin. Hein. Enfin, j'en sais rien d'ailleurs. Mais ça m'est pas arrivé parce que les gens, de toute façon, ils veulent des sous, ils veulent pas de la vaisselle dans des cartons. Tu vois. Oui, c'est ça. Et puis la plupart du temps, ils savent pas ce que c'est. Ils s'en fichent, quoi. Tu crois que c'est déjà arrivé qu'ils trimballent de la drogue? Ah, ça. Moi, j'aurais trop peur pour ça. Je sais pas. Il y a un monsieur louche qui m'a donné un colis, je sais pas ce que c'est. Non, je crois pas. Excusez-moi, madame, on peut ouvrir votre coffre? Ah oui, mais alors par contre, je sais pas ce que c'est. À la Luca Magnotta, quoi. Un cadavre. Le truc atroce. Horrible. Tenez. Ok. Ma belle-mère. Ok, donc Cocoli, très bien. Voilà. La petite astuce. La petite astuce que je conseille à tout le monde. C'est un super truc. Et même en tant que chauffeur. Ah grave. Surtout chauffeur. À faire un trajet gratos, quoi.
pour expliquer un peu la façon dont on s'est rencontrés, toi et moi, tu es passé par... alors, c'est une agence de presse. Un bureau de presse, Un bureau de presse qui m'a contacté. Gazette. Anne. Gazette, donc, qui s'appelle Gazette. J'aimerais que tu nous racontes pourquoi tu as décidé de passer par un bureau de presse, tout ce qu'il y a derrière, quels sont les avantages, quel a été ton cheminement de pensée. Tu montes une boîte. T'as pas de boutique. Comment tu te fais connaître ? Alors Instagram c'est très bien, tu sponsorises un peu tes trucs, mais bon ça coûte de l'argent et franchement les retombées sont pas aussi extraordinaires que ça. T'as beaucoup de likes, mais t'as pas d'abonnement. Enfin, les gens ils ont le clic comme ça, ils cliquent sur des trucs qu'ils aiment, mais ils vont pas plus loin quoi. Ils se disent ah tiens c'est cool, c'est joli, voilà. Et puis il y a plus rien derrière quoi. Ils te suivent pas, tu les perds, c'est foutu. Donc bon bah tu t'en parles à tes amis, puis alors le second cercle, hein, bon. Et puis voilà, t'as 400 abonnés. Tu te dis bon bah super, voilà, les copains qui ont bien voulu suivre ont suivi. On va demander à des copains journalistes, donc on tire toutes les ficelles qu'on peut tirer. T'as 2 copains qui croient dans ton truc, qui disent allez vas-y, ouais j'en ai parlé à Bidule, elle va te faire un truc. Donc bah, tu te retrouves par chance dans une sélection Gradia pour les cadeaux de Noël. Merci Bernie. Et là bah, le bureau de presse en fait avait un de ses clients qui était dans cette même sélection. Et du coup bah, elle m'a écrit tout de suite. Elle a vu que j'étais un débutant, une nouvelle entreprise. Et elle m'a écrit tout de suite, c'est Capucine de chez Gazette qui m'a écrit, qui m'a dit bon bah voilà, je vous ai remarqué dans la section, je vois que vous êtes une nouvelle marque, est-ce que vous avez pensé à avoir un bureau de presse ? Moi j'étais plutôt content que quelqu'un me remarque, donc on s'est rencontrés, puis je me suis dit mais en fait je suis obligé de passer par un bureau de presse, enfin j'ai aucun moyen de toucher ces gens-là. La presse, j'ai pas de boutique, j'ai rien. Puis pour envoyer des assiettes, faire des cadeaux aux bonnes personnes, si tu veux, tu vois, pour leur montrer ce que tu fais, tu vois. Oui. Ces gens-là, tu veux dire les journalistes Bah, les journalistes, ouais, les journalistes ou les gens qui peuvent parler de toi, si tu veux. Je sais pas qui d'autre que les journalistes en fait, mais n'importe qui. Tu vois, que tu lances ton truc, t'as qu'une envie, c'est que les gens savent quitter. Et bah voilà, donc bah, Gazette m'a trouvé, moi ça m'allait, le contact a été facile et agréable. Elle m'a tout de suite expliqué comment ça fonctionnait. Moi je leur fais totalement confiance, c'est un travail à part entière. Et honnêtement, j'ai pas le temps. Parce que quand t'as ton job... Et parce qu'on en a pas parlé, mais c'est que t'as un job à temps plein. Oui, en fait, bah, c'est comme beaucoup de gens de ma génération, en fait, auto-entreprise, tu fais tes heures de travail pour payer le loyer et le reste. Et quand tu veux monter un projet qui t'appartient, bah, tu le fais sur un temps qui est en plus, qui est de l'extra, donc bah, le matin et le soir, donc de 6 à 9 et de 20 à 22 et plus si nécessaire. Donc si tu veux, j'avais pas le temps de m'occuper de plus que ça. Enfin, plus que la production. Plus que la production. Donc évidemment, bon, bah, au début, tu fais un petit stock pour montrer des choses. Parce que les gens, il faut leur montrer des choses, le minimum. Oui, sinon... dans l'artisanat, c'est un peu voilà, nécessaire. sinon, ils achètent pas des idées, hein, ils achètent des choses. Et puis c'est impossible, en fait, d'avoir l'adresse d'un journaliste, de savoir où envoyer, d'être pris au sérieux. Moi, ma boîte, elle a 2 mois, quoi. Le site, il s'est lancé il y a 2 mois. Avant ça, par les copains, personne n'a entendu parler de moi. Donc l'aide d'un bureau de presse, pour moi, ça a été nécessaire. T'as combien d'abonnés là sur Instagram pour donner un ordre d'idée ? Je crois qu'on en avait parlé 1700, non ? Ah non, on plus a 800. Ah, plus ? Ah non, on a 800 là. Ok. Non, je suis passé de 400 à 800. Grâce au bureau de presse. Grâce au bureau de presse en 1 mois. Donc c'est cool. Ouais, c'est ça. C'est 800 en 2 mois. Non, pas en 2 mois, ouais. Bah après, il y a mes copains, tu vois, bon, bah, il y a 400 oui, enfin, personnes. T'as pas 800. Sur les 1000. Là, j'en avais... Moi, j'en avais 1000 sur mon truc perso, tu vois. J'en avais 1000,
Ouais, t'es un influenceur un peu. Un micro. Un micro, ma chérie. Et donc, du coup, il y en a 400 qui sont des vrais amis. Déjà, 400 vrais amis, C'est déjà pas mal. Attends, si tu fais un anniversaire, Bien sûr. il faut une grande salle. Ouais, c'est clair. Non, mais il y en a 400 qui ont suivi le bazar, à peu près. Et après, c'est le bureau de presse qui s'est mis en marche. Là, on est à 800 parce que ils ont appelé les bonnes personnes, ils ont invité des gens à venir à la maison, à voir, parce que j'y tiens. C'est pas que de la vaisselle, si tu veux, c'est le mec qui se sent plus, c'est une philosophie. Non, mais c'est vrai. Et Non, en mais c'est un l'occurrence, peu ça. c'est la raison pour laquelle j'ai créé ces podcasts. C'est que pour moi, il y a le travail de l'artisan, mais il y a qui est l'artisan. Et il y a... Oui, souvent, on c'est achète... vraiment des gens, quoi. Oui. Enfin, souvent, on achète du travail à un artisan. Oui. Parce que, oui, ça nous plaît, mais aussi parce qu'il y a l'histoire Parce que derrière. Parce que... Et moi, j'aime à croire que quand je reçois des gens ici, je leur offre pas une assiette. C'est une atmosphère, tu vois, ils sont chez moi, c'est quand même marqué, il y a un esprit, tu vois. C'est du storytelling, quoi. Voilà, c'est pas tant ça parce que c'est moi, c'est chez moi, si tu veux. Et Bruno, parce que sinon il va me faire chier. Qui est ton copain. Exactement. Dis donc là, c'est ça que chez toi. Exactement, c'est chez nous. En plus, tu vois, non mais c'est chez nous, tu vois, donc c'est intime. La pièce dans laquelle t'es, c'est la pièce dans laquelle je vis. Ouais. Dans laquelle je vis, je travaille, je produis, je reçois, je fais des dîners. J'ai envie que les gens voient ça, parce qu'en voyant ça, tu comprends mieux la valeur de ces objets, si tu veux, et la démarche. Oui. Voilà. Oui, c'est vraiment ce que j'appelle moi du storytelling, c'est que tu vas expliquer qui tu es pour comprendre pourquoi tu crées ça. Ouais. Et aujourd'hui, c'est... pour moi, la vente, elle passe énormément par ça, et d'autant plus dans l'artisanat. Oui. C'est montrer que t'es empathique, que t'as une histoire derrière. Et j'ai l'impression, quand je parle avec des artisans, il y a beaucoup d'artisans qui sont timides, qui disent que non, mais mon histoire, elle intéresse personne. Et je leur dis, mais c'est complètement faux, en fait, parce que moi, la première, quand je consomme de l'artisanat, c'est... je vais le dire peut-être très crûment, mais je consomme quelqu'un, en fait. Ouais. C'est que je vais rentrer dans un magasin, je vais parler avec la personne et je vais dire, cette personne, j'ai envie qu'elle continue, j'ai envie qu'elle vive de ce qu'elle fabrique, et donc je vais l'aider par mon petit achat, qui va être sûrement un peu compulsif, mais d'un autre côté, j'aurai l'impression d'avoir participé à aider cette personne à continuer à créer. C'est ça, en fait. Un artisan, il donne un peu de lui. C'est tout un parcours, on en parlait tout à l'heure. Je suis passé par le graphisme, puis poterie, gamin, machin, nana, bijoux, ça s'est pas fait, bisinana. J'ai passé par plein de trucs. Puis j'ai eu ce boulot qui est très intéressant, mais avec lequel il me manquait quelque chose. Et j'ai 33 ans. Il m'a quand même fallu tout ce temps pour initier le bazar d'Alger. Alors oui, d'ailleurs, il faut que je dise d'Alger, parce que c'est mon nom de famille. J'aime trop cette anecdote. Parce que ça revient souvent. Mais pourquoi d'Alger ? Parce que d'Alger, c'était en fait un enfant abandonné à Confolens. Et à l'époque, on donnait en nom de famille l'actu du jour. Et c'était en pleine colonisation de la ville d'Alger. Et donc du coup, il devait y avoir la une du journal local qui disait d'Alger. Donc Pierre s'est appelé d'Alger en 1830. Trop bien. Voilà. Donc ça vient de là. Tu vois, c'est mon nom. Quand t'es artisan, tu vends plus qu'un objet. Oui. Et je comprends que les gens soient timides. En fait, un artisan, c'est pas... Moi, je fais du graphisme, je fais de la com visuelle. Donc je sais faire ça. On se rend pas compte de la quantité de travail qu'il y a pour créer une marque. C'est horrible. Il faut faire des photos, se mettre à la compta, faire des dossiers de presse, faire la création, faire des photos, faire la création, peindre, aller chercher, renvoyer, contact fournisseur, contact fournisseur, appeler 10 000 gens,
Bon, et puis j'oublie plein de trucs. Et puis l'objet en soi, tu vois, il y a au moins je sais pas combien de prises en main pour une assiette. Tu vois. Donc il y a du boulot, et ces gens-là, en fait, ils font leur boulot. Potière, elle fait des pots. Puis c'est ce qu'elle voulait faire, quoi. Ils sont pas formés à parler d'eux. Donc tout ce qui est storytelling, je comprends tout à fait qu'ils se disent, mais attends, on s'en fout de moi. Bah non, on s'en fout pas. Il faut qu'on sache, mais les gens ne savent pas faire. Et c'est normal. Et en même temps, j'ai envie de dire, heureusement, qu'ils pensent pas toute la journée à la façon dont ils peuvent parler d'eux, tu vois. À un moment, ils travaillent, quoi. Et c'est pour ça que, tu vois, un bureau de presse, après, voilà, c'est un investissement, c'est sûr, mais c'est un facilitateur, quoi. C'est clairement un moyen de taper plus vite à des portes qui peuvent t'aider à être connu. Enfin, en tout cas, visible. Sans parler d'être connu. J'imagine que c'est très dur pour un tas de gens, quoi. Après, moi en plus, qui n'ai pas de boutique, quoi. Donc si tu veux, j'ai pas vraiment le choix. J'étais un peu coincé. Je sais pas si tu peux le dire, combien il te coûte ton bureau de presse ? C'est conséquent. Ouais, c'est ça aussi, c'est que c'est un investissement, quoi. Bah oui, ça coûte de l'argent. De monter la boîte, oui, ça coûte des sous. Souvent, je jalousais les gens qui montaient des projets et qui avaient le chômage, quoi. Ouais. C'est quand même un truc incroyable d'avoir cette petite sécurité, de se dire que pendant 6 mois, t'as le temps de te consacrer qu'à ça et d'avoir un revenu minimum. Ça, c'est le luxe. C'est un luxe incroyable. Si j'avais ça, ce serait beaucoup plus facile. Hein. Alors ça, c'est plus une question qui va concerner tous les entrepreneurs. J'en suis la première intéressée. Moi aussi, j'ai un travail à côté de mon podcast. J'ai un travail temps plein, du 9h-19h. Et il y a des soirs où j'ai envie de voir mes amis, j'ai envie de faire autre chose que mon podcast. En l'occurrence, j'ai la chance d'avoir choisi... Enfin, je me suis mis un rythme qui faisait que je pouvais avoir une vie à côté. Mais toi, en fait, ton rythme... Enfin, j'ai l'impression qu'en tout cas, ce que tu décris, ça te permet pas de, le soir, pouvoir organiser des verres avec tes potes. Est-ce que t'en souffres ? Non, quand on monte un projet, ça vient pas tout seul. Il n'y a pas une personne qui te dira qu'il a réussi sans travailler. Les sacrifices, si c'en est, ils sont nécessaires. De toute façon, c'est comme ça. Si je veux créer ce projet, qu'il avance, j'ai pas le choix, en fait. Soit je me donne les moyens de le faire, et je rate quoi ? 3 vernissages, 4 dîners, et tu vois, j'ai 33 ans, j'ai la vie devant, tout va bien. Les amis, ils te font pas la gueule parce que tu viens pas à 3 bouffes d'affilée. C'est pas grave. Puis voilà, tu vois, il y a un pot-au-feu dans la cuisine, je vois des amis ce soir. C'est pas non plus H24. Mais t'as pas coupé complètement ta vie sociale, quoi. Je travaille le week-end, oui, mais j'essaie de rendre ça agréable. C'est pas, comme je disais, c'est pas pénible pour moi de faire ce truc. De peindre, de faire ce travail, ça n'est pas pénible pour moi. Comme je le fais, j'ai pas le temps de faire d'autres choses, mais c'est pas pénible. J'en souffre pas. Puis tu sais, t'es tiré par l'envie de le voir marcher, quoi. Ouais. Tu veux que ça marche, tu fais ce qu'il faut. Sinon, tu le fais pas. Ça sert à rien. Et il faut pas se décourager, parce que sinon, tu deviens fou. Moi, je regarde plus les likes, parce que sinon, je deviens ma boule. Parce que sinon, t'es là, tu te dis, mais pourquoi ce truc a marché vous aimez ça et pas ça Moi, je préfère rencontrer les gens, parce que c'est pour ça aussi que je reçois les gens ici. Bon, d'une part, parce que j'ai pas j'ai pas de pas de porte, mais parce que ça me permet d'avoir de vraies conversations, que les gens touchent. Les gens me disent tous, ah là là, c'est 10 fois mieux en vrai qu'en photo. Bah oui, alors déjà parce que je suis pas un très bon photographe. Sûrement, ça doit jouer. Mais aussi parce que, c'est des objets qui vivent, quoi. Enfin, c'est des choses qui doivent se voir, se toucher. Des objets d'exception, des trucs uniques. Donc, moi je veux que les gens les voient, les touchent. Car là, en photo, ça rend rien du tout par rapport à ce que c'est en vrai.
c'est dingue. Et moi, bah, il faut pas que je me décourage, parce que t'attends qu'il se passe un truc tous les jours, si tu veux. Tu te dis, oh là là, j'aimerais qu'il y ait un article, un truc, un machin. Bah non, il y a des jours où il y a rien, où tout le monde s'en fout. Ou c'est pas qu'ils s'en foutent, c'est que ils ont autre chose à faire. Et puis, c'est à toi de toujours montrer que t'existes, t'es là, c'est beau, c'est bien, c'est beau, c'est responsable, c'est pas creux. De toute façon, les gens ils sont sensibles à des projets qui ont du sens. Oui, il faut juste trouver sa cible. Arriver à toucher sa cible, c'est le truc le plus difficile. Hein. C'est vraiment le truc le plus dur. Ouais, la comprendre et la toucher. Ah ouais, c'est super dur. Super dur. Encore que toi, je pense que t'as la chance d'avoir une cible qui est très portée réseaux sociaux. Ouais. C'est qu'il y a certains artisans qui ont beau se mettre sur les réseaux sociaux, leur cible elle est pas là. Non. Bah c'est peut-être plus des professionnels, hein, tu veux dire ? Oui, enfin, encore que je suis de plus en plus persuadée que le B2B marche aussi sur Instagram. Ouais. Non, je parle plus de personnes dans la cible, c'est les 40-50. Ah ouais. C'est clair que... Ah bah... Ok. Et il y a un truc dont on n'a pas parlé, t'as dit... à un moment, t'as dit que tu t'aimerais travailler avec des restaurants. Ouais. On en avait déjà discuté, toi et moi, mais... Alors, c'est un peu ma conviction, mais... C'est que pour moi, l'argent est dans le B2B, mais pas dans le B2C. Ok. Et du coup, à chaque fois, c'est une question qui m'intéresse. C'est toi, t'as vraiment envie de t'orienter B2C, et si t'as des opportunités B2B, tu les prendras, ou tu veux te mettre, je sais pas, prendre, ça se trouve, un cabinet qui va être commercial et vendre tes créations à des entreprises. Entreprises au sens large, restaurants, entreprises. Oui, tout. Non, moi je me ferme aucun marché, parce que, alors déjà, pour le B2C, j'aime le faire parce que je rencontre des gens. Ok. Ça c'est vraiment un truc qui me tient à cœur. J'aime ça, rencontrer des gens. J'aime qu'ils me racontent leurs histoires, qu'ils me disent pourquoi ils offrent ça à cette personne-là, pourquoi ils écrivent ça. Ça me plaît. Et j'aime la satisfaction directe qu'il y a à créer pour un particulier. C'est immédiat. Quelqu'un qui est content d'un truc qu'il a fait que pour lui ou que pour la personne à qui il veut l'offrir, moi ça me remplit de joie. Ça pourrait me suffire. Mais effectivement, on va pas se mentir, l'argent il est plutôt, comme tu disais, dans le business. Bah écoute, moi si je fais du carrelage, c'est autant pour le particulier que pour le professionnel. Pourquoi je me fermerais j'ai pas du tout envie de me fermer. Les gros projets ça m'intéresse. C'est pour ça que j'ai fait les carreaux, c'est pour ça que j'ai fait du tissu, parce que ça peut être des rideaux, j'en sais rien. Ouais, le tissu c'est hyper vaste, tu peux en faire plein de choses. Faire 1000 trucs. J'ai envie de travailler pour le plus de choses possible. Pour ça que le bazar, tu vois, c'est de la vaisselle, du carrelage, de la soie, qui peut être de la tenture, du vêtement, de la déco, du rideau, de l'habillement de chaise, j'en sais rien, tu vois, mais... Mon credo, c'est toujours, pour pas s'ennuyer, il faut toujours diversifier. C'est comme ça qu'on s'ennuie, c'est en faisant toujours la même chose. Oui. Donc, le meilleur moyen, c'est de jamais s'enterrer dans ces trucs-là, et donc de diversifier les supports, les surfaces, les clients, les demandes, donc que ce soit du professionnel ou du particulier. Pour moi, c'est le meilleur moyen de pas m'ennuyer. Ok. Et le professionnel, tu vas le laisser venir ou tu vas aller en chercher ? Le professionnel, écoute, j'ai l'impression que les réseaux les touchent un peu. Il y a mon bureau de presse qui bosse sur des publications. J'imagine que les professionnels regardent les mêmes magazines que les particuliers. Donc, aller les chercher, je sais pas. Mais le meilleur moyen, encore une fois, c'est de se faire connaître. Se faire connaître auprès de professionnels, je sais pas s'il y a des moyens... J'ai fait une conférence qui disait que Maison et Objets, c'était une bonne source de connexion professionnelle. J'y suis allé. En tant que visiteur ou en tant que... En visiteur, ouais. Pour voir si éventuellement un jour ça m'intéresserait.
Alors je comprends l'intérêt, ça doit être une superbe vitrine, Ouais. mais moi ça m'a foutu le tournis. Il y a trop Ouais. de trucs dans tous les sens. Et puis Ouais, encore peut-être une fois, qu'ils font, je sais pas s'ils font du la tri. quantité, tu vois, en allant là-bas, je me suis dit ça doit parler que de quantité et de livraison. Combien vous pouvez pour quand, tu vois. Ah ouais. Et je suis pas là, je suis seul. Je suis seul, je fais tout cuire à la maison, tu vois, Ouais. c'est ce que je veux dire. Ouais. Je veux pas m'étendre, enfin, si je veux, mais j'ai pas un besoin de croissance dévorant, si tu veux. Encore une fois, je pense qu'à notre époque, on doit pouvoir réfléchir autrement. Ouais. Et mon business modèle, c'est pas la quantité, vite, beaucoup, partout, non. Ça doit rester précieux. Et tant que c'est... De toute façon, c'est moi qui fais les dessins. À la limite, si je devais grossir, je pourrais engager des gens à peindre mes dessins. Parce que je l'ai fait au crayon avant. Ouais. Donc ça, c'est envisageable. Mais encore, tu vois, c'est hyper dur de trouver quelqu'un qui interprète bien ton dessin, qui le peint bien. Enfin, qui, tu vois, Ouais. c'est difficile Oui, c'est clair. d'imaginer, de sous-traiter ça. Et puis il faut ta trouver quelqu'un patte. qui t'a confiance. Bah, c'est ça. Ça, c'est un peu un truc aussi je sais pas si les autres y pensent, mais quand tu formes quelqu'un, tu formes la concurrence. Tu vois, Ouais. et puis t'as toujours le risque, voilà, en présentant une idée à être connu, c'est très bien, si ça marche, c'est super, mais bon, il y a des gens qui vont vouloir le faire. Ouais. C'est Ça, normal. un gros problème dans l'artisanat, c'est Bah ouais. je veux pas montrer ce que je fais parce que potentiellement on peut me copier. Bah oui, mais si tu le montres pas, tu vis pas. Voilà. Pour moi, c'est si on te copie, c'est que c'était bien. Mais Donc bien c'est, sûr. C'est du bonus, quoi. Mais évidemment. C'est que c'est ce qu'on dit, on en dit beaucoup. Alors moi, je suis très, j'évolue dans le monde des startups, et dans le monde des startups, on te dit, si t'as pas de concurrence, c'est mauvais signe. Bah, et t'as bien pas sûr. mal d'investisseurs qui disent quels sont vos concurrents, Ouais. parce que si vous en avez pas, ça veut potentiellement dire que votre marché n'est soit pas mature, soit pas mature aujourd'hui, mais le sera un jour, soit ne le sera jamais. Et dire j'ai aucun concurrent, je suis le première à faire ça sur le marché, en fait, c'est pas un argument, en tout cas dans le monde Viable. des startups. Ouais. Et je pense que c'est la même chose, pour moi, c'est la même chose. Enfin, quelle que soit la création, en fait. Quelle que soit la création, si t'as pas de concurrent, ça veut dire qu'il n'y a pas de marché. Parce que, on dit, ton idée, il y a 5 personnes en même temps qui l'ont dans tout le monde. Ah, mais c'est Donc, des cycles, les idées. Hein, ouais. Donc, c'est t'as rien évident. inventé et t'inventeras Non, rien. on n'a jamais rien inventé. Enfin, si, il y a longtemps. Ouais. Mais moi, j'invente rien. J'invente rien du tout. Oui. Je propose juste une démarche. Non, c'est pas nouveau, parce qu'il y a plein de gens qui le font, du décor sur. Bah, qui te correspond, qui Oui, correspond à tes valeurs. c'est moi, quoi. C'est tout. Ouais. Mais des gens qui peignent sur des assiettes, Plein. il y en a. Il y en a plein les cours où j'ai été. Hein. Après, c'est une histoire de comment tu le vends, qu'est-ce que tu vends. Ouais, c'est moi, en fait. C'est moi que je vends. Oui. Oui, c'est pour ça. D'où le fait que le storytelling est hyper oui. important. Bien sûr. C'est parce que même si la personne, elle copiera ton idée, elle copiera mais c'est- pas ton histoire. Elle peut copier, mais ce sera pas moi. Voilà. Pour tout pareil. Oui. Les copies, c'est très bien. Allez vous acheter des Chanel chez H&M. Ce sera pas Chanel. Hein. Ouais. Non mais tu vois ce que Non je veux mais dire. oui, c'est clair. Et, c'est comme ça. C'est qu'il y a une image derrière ici. Bah voilà. Et si toi, t'arrives à construire ton image, bah ça va vraiment te permettre de dire la concurrence ne m'atteindra pas parce que Bah, parce que c'est moi. ce n'est pas que la concurrence physique en Non. fait. Si tout le monde pouvait entendre ça, Bah ouais. je pense que on verrait beaucoup plus d'artisans et d'artisanat sur Instagram. Bah ouais, c'est clair. Et concrètement, ta production, donc du dessin jusque la mise au fourneau, Mhm. ça te prend combien de temps? Bah ça dépend du dessin.
Des petites fleurs parsemées sur une assiette, par exemple. Mais c'est rien. Pour moi, le dessin, ça me prend... si tu veux, je dessine depuis... 20 ans. Je dessine... Ouais, je sais pas, un truc comme ça. Donc, c'est comme tout, hein. Plus tu répètes les choses, plus elles sont rapides. Ouais. Le plus long, c'est l'idée. Quand quelqu'un te dit Méditerranée, ouais. Il faut avoir l'idée. Tu réfléchis, tu gribouilles ton assiette longtemps, j'en sais rien moi, 1 heure, 2 heures, puis tu reviens dessus. Mais même pas en fait, parce qu'en fait c'est une telle pratique, si tu veux, que ça devient automatique. Comme, je sais pas, comme la cuisine, avant de couper la carotte vite, faut en couper beaucoup, tu vois. Quel philosophe. C'est vraiment... Putain, c'est du Forrest Gump, quoi. Magnifique. Mais on a compris l'idée. Voilà, ouais, pour couper une carotte vite, il faut en couper beaucoup. Et donc, vraiment, en temps, c'est quoi? C'est une assiette, c'est 1 heure, c'est 30 minutes? Non, même pas, parce 10? Que je fais ça. En fait, parfois, même, je fais même pas de dessin. Tu passes pas par le crayon? Non, parce que c'est mon métier. Oui, donc, c'est des... Non, j'en sais rien, c'est 1 heure, 2, 3... Ça dépend. Une assiette, ça peut... Enfin, c'est vraiment une heure. Ça peut être 1 heure, ouais. Ça peut être 10 minutes. Ça peut être 10 minutes. Mais bien sûr. Ok. Mais bon, c'est 10 minutes de la faire, de peindre dessus. Ouais. Le premier truc. Après, t'as... la retouche, la cuisson... Il faut la trouver, l'assiette. Ah oui, le sourçage. Sourçage. Sourçage, cuisson, retouche, gratouille, gna rebelote. Non mais, tu vois, mis bout à bout, en fait, on s'en rend pas compte. Enfin, moi, j'ai mis du temps à m'en rendre compte, mais ça prend beaucoup de temps. Parce qu'en plus, j'essaie de remplir le four, si tu veux, avant de le lancer, parce que sinon, ça bouffe une énergie pas possible. Ouais. Je vais pas tourner un four pour une assiette. Ouais. À moins que ce soit vraiment genre... ultra urgent. Oh là là, j'ai un mariage demain, il me faut un cadeau. Ouais. Bon, là, je dis, bon, d'accord, ok. Mais je m'arrange pour en faire d'autres, en vite, quoi. Je dis, bon, allez, vite, il m'en faut. Puis je me lance et puis je prends une journée à faire que ça. Le temps, c'est très variable. C'est variable, mais non, c'est pas... Le plus long, je pense que ça a été, je sais pas, les plats là-bas. En fait, c'est du remplissage, si tu veux. Le plus long, c'est vraiment l'idée. Pinterest est ton ami? Ah non, pas du tout. Ah ouais? Ah, jamais. Je suis jamais allé. T'es jamais allé sur Pinterest? Non. C'est quoi ton ami alors? J'y suis allé une fois et j'ai rien compris. Non mais j'ai pas compris comment ça marchait. C'est comme Snapchat, hein. J'ai rien compris. J'étais là genre attends mais qu'est-ce que c'est elles sont où les vidéos? Je comprends pas. Ouais, c'était à gauche. Il y a 24 heures elle était là. Ah, putain, ouais. Mais je comprends rien quoi. J'étais là. Et Pinterest non pas du tout. Moi je trouve ça horrible. Il y a trop. Moi ça me déprime de voir que possiblement il y a 40 personnes qui font la même chose que moi. Si je suis mis en face de ça, ça me décourage, quoi. Je me dis, mais attends, mais pourquoi moi? On s'en fout. Il y en a 12, il y en a 40. Parce que toi, c'est toi. Donc c'est Instagram. C'est ton image. C'est moi, mais enfin bon... Mais on vient de le dire. Oui, non mais tu vois, il y a aussi, je pense, il y a aussi ce penchant-là. Il faut croire en soi, malgré le fait que t'es bombardé toute la journée de trucs super beaux. Ouais. De gens qui font des trucs de dingue. Alors ça t'inspire, oui, mais ça peut décourager aussi. Tu peux être là genre attends mais c'est nul mon truc. Non mais oui, et puis c'est super dur je trouve quand t'es tout seul mais ouais. Dans ton travail que t'as pas une équipe avec qui dire ouais notre idée c'est trop bien. C'est génial, ouais, non mais moi il faut se regarder dans le miroir le matin et puis se dire non vas-y c'est vraiment super ton truc. Hein. Et puis il faut tenir, ouais, comme je disais tout à l'heure, il faut pas se décourager parce que sinon, t'arrêtes tout, quoi. Mais enfin là, quand même, je suis arrivé à un niveau d'engagement, si tu veux, reculer, c'est un peu con. J'ai le four dans l'appart, j'ai de la vaisselle partout,
J'ai investi des fonds propres depuis plus d'un an. Donc non, je vais pas m'arrêter maintenant. Oui, mais il faut pas. Il y a pas d'autre option que faut que ça marche. C'est exclu. Je refuse hein. L'échec C'est sur bien, ça, tu vois. Je veux bien ailleurs, mais ça non, je veux pas. Ce projet, je refuse. Ça peut pas marcher. On y croit, Puis Arnold. si on ça y marche croit. pas, je ferai Ça autre chose. marchera. Ça marchera. Peut-être qu'un jour, on trouvera tes assiettes chez Drouot, dans la vente aux enchères. Mais sûrement. Sûrement. Mais Et moi, là, je le souhaite. et là, vous regretterez de ne pas les avoir achetés Voilà. plus tôt. Parce que l'assiette à 12 000 euros, La ça choque personne chez Drouot. Exactement, voilà, exactement. Non, parce que tout ça, parce que moi, mon nom, Arnold d'Alger, d'Alger, hein. il dit à personne. Mais Pablo Picasso, au début, c'était rien. Voilà. Voilà. Bon, bah maintenant, les potiches, tout le monde les veut. Ouais, non, je me compare pas à Picasso. Mais bon, vous avez l'idée, quoi. Ok. Il faut toujours commencer par quelque part, quoi. C'est ça, c'est ça. Ouais, oui. Et en espérant que ce soit pas. On dit quoi, post-mortem? Post-mortem. Post-mortem. Mortum. Post-mortem. C'est la saucisse de morteau. Est-ce que tu as une anecdote à nous raconter? Bah, par exemple, le four, c'est assez drôle comme histoire. Quand j'étais gamin, ma mère et la voisine du dessus étaient copines et cette voisine faisait de la peinture sur porcelaine. Et cette même voisine, 20 ans plus tard, a vu que je m'étais mis au décor sur porcelaine sur Instagram. Elle m'a dit, bah attends Arnold, c'est super, je te donne un four qu'elle avait en trop dans son garage. Et j'ai dit, bah c'est génial, merci beaucoup. Et donc je pars à Marseille avec mon camion chercher le four, à Bandol même, plutôt. Elle me donne le four, et le four ne rentre pas dans l'appartement, en revenant à Paris. Parce qu'il est, 1, trop lourd, et 2, trop gros. Donc, bah, on le laisse près des boîtes aux lettres. C'est sa place. À sa place. Heureusement, le proprio ne passait pas souvent. Et donc, du coup, bah, là, on n'avait pas particulièrement dans l'idée de déménager, mais c'est devenu nécessaire. Et donc, on a visité cet appartement dans lequel le bazar vit maintenant. On trouvait très bien. Donc, on a sauté le pas. Et le four est maintenant là. Il dans n'est plus à l'entrée. côté des boîtes aux lettres. Exactement. Il est à côté de la porte d'entrée maintenant. Mais attends, mais c'est adorable. Un four, c'est quoi? C'est minimum 1000 euros. Oui, 2-3 même, je pense, ouais. C'est un beau cadeau. Hein. Ouais, c'est un super beau cadeau. Puis je pense elle était contente de voir que ça allait servir, quoi. C'était Ouais. une vraie transmission. Et puis si je fais du carrelage aujourd'hui, c'est un peu à cause d'elle. Parce que Grâce à elle. Elle en faisait. Ouais, grâce à elle, ouais. C'est un Elle peu en faisait du carrelage. c'est un peu ça. Bah, elle faisait tout, elle avait fait les beaux-arts, donc elle peignait, elle peint toujours d'ailleurs beaucoup mieux que moi. C'était des sujets un peu plus réalistes et colorés. Et donc oui, donc c'est un peu grâce à elle que je fais du carrelage. Parce que je l'ai vu faire ses carreaux, je me disais, attends, mais c'est super de faire ça, des salles de bain. Non, mais je trouvais ça dingue. Et puis quand j'étais petit, mes parents avaient un appart à Biarritz. Dans la salle de bain, des carreaux avec des grands dessins de grosses bonnes femmes. C'était des baigneuses, je crois. C'est un peu vague, mais comme souvenir, mais et je me rappelle de ce truc, des carreaux. Et j'adorais ce truc. Il y avait un soleil, je crois, avec des vagues. Et c'était beau, je sais pas, je trouvais ça beau, quoi. C'était pas la salle de bain de tout le monde, tu vois. Il y avait que chez moi. Et je trouve ça génial de pouvoir. C'est elle qui faire les ça. avait fait. Non, du tout. Pas du tout. Mais tu vois, je trouvais qu'avoir une salle de bain
avec des carreaux comme ça, je trouvais ça génial. Ouais. Parce que c'était pas des carreaux blancs, Ouais. c'était quelque chose qu'on était les seuls à avoir. Je trouvais ça trop bien. C'est toujours dans ma tête, ce truc. Ouais, de pouvoir un petit peu rendre les choses originales et à ton goût. Comment vois-tu l'avenir de ton artisanat dans le futur ? Pour moi, l'artisanat, c'est vraiment... Déjà, je trouve que ça revient à fond dans tous les domaines. La mode, le mobilier. Et c'est vraiment, je trouve, l'anti-consumérisme. Il y a là, qui arrive en fin de vie, là. J'espère, en tout cas. Et c'est vraiment ce qu'il faut promouvoir, quoi. C'est le savoir-faire, le savoir tout court, la transmission. Tu vois. C'est des métiers qui sont en train de renaître. Parce qu'on ça y est, on a compris que le plastique, c'est pas fantastique. Et que... Tu fais des jingles aussi ? Ouais, je fais des jingles. Comme visuel. non, mais je veux dire, tu vois, on a compris que consommer à tout va, ça sert à rien. On veut plus des objets que tout le monde a. On veut des choses qui ont une vie. On veut des choses qui ont une histoire. Et les meilleures façons de créer une histoire, c'est par la main de l'homme. Il n'y a pas de mystère, quoi. En fait, moi, j'aurais tendance à dire que je suis d'accord avec toi. Ouais. Mais j'ai l'impression que c'est parce qu'on est dans une bulle. De bourgeois parisiens. Alors non, je vais pas le définir comme ça, parce que mes parents ne sont pas à Paris et sont pareils et pas du tout consuméristes. D'accord. Ah non, mais dans ce sensla. Ouais, dans ce sens-là, de dire les gens font vachement, de plus en plus attention à leur consommation. D'accord. Ah oui, il y a un an, je t'aurais dit oui. Et j'ai rencontré des gens qui achetaient à tout va. Amazon, ça marche super bien. Enfin, il y a des gens qui s'en foutent. Ouais. On est d'accord. Mais totalement. Et qui le disent. Qui disent, moi, je changerai pas. Ça va pas dans le sens de l'histoire. Ces gens-là, écoute, ils font ce qu'ils veulent. Ils sont libres. C'est très bien. Ils ont juste pas compris que on pouvait plus penser tout seul. Il faut arrêter d'être égoïste. On pollue à tout va. Ces initiatives, il faut les chérir, c'est important. Tout le monde le dit, la croissance, c'est pas éternel, c'est pas possible, c'est pas viable. Donc c'est plus un business model ou une façon de vivre viable, non plus. C'est la science qui le dit, c'est les économistes qui le disent, tu vois, il y a un moment... des preuves, je sais pas ce qu'il faut. Il y a un moment, on peut pas faire plus. La prochaine étape, c'est ça brûle, quoi. Et on n'en est pas loin. Bon, ça brûle déjà, d'ailleurs. Ça brûle déjà pas mal. Hein. Donc, revenir à l'échelle de l'homme, à l'artisanat, pour moi, c'est un bon remède à cette nouvelle vie qui nous attend. Je pense qu'on va voir le monde changer. Notre génération est charnière. Moi, j'ai hâte d'avoir 80 ans pour voir ce qui s'est passé. C'est quoi le monde dans 50 ans ? Ça va être génial. Et qu'est-ce que tu réponds aux gens qui te disent « L'artisanat, c'est beau, mais moi, j'ai pas les moyens de me le payer ». Mais c'est faux. C'est pas vrai. C'est pas vrai parce que un artisan, c'est pas forcément cher. Ou alors, c'est parce que vous avez des goûts de luxe. Tu vois, il y a un moment, moment aussi, enfin, il faut accepter la vie qu'on peut se payer. Enfin, je sais pas si ça peut être mal interprété. Je dis juste que moi, je gagne tant par mois, je peux pas m'acheter un appartement de 200 mètres carrés à Paris. Oui. C'est tout. C'est comme ça, c'est la vie. Soit je me démène pour que ça arrive, soit non, j'accepte de vivre dans ce quoi je vis et qui me convient très bien. Mais c'est aussi ça, c'est la consommation. Enfin, tu vois, ton assiette Ikea ou autre, mais qui a été produite à la chaîne, tu l'as payé 3 €. Très bien, mais tu t'en fous. Si elle se casse, t'en rachètes une autre. Tu fais moins attention et elle s'use. On le sait que tous ces trucs, ça s'use plus vite, ça dure moins longtemps. On le sait. Un travail d'artisan, ça a quand même généralement tendance à durer plus longtemps, à être de meilleure qualité.
Alors peut-être que tu le payes un peu plus cher, hein, ou beaucoup plus cher, mais peut-être que ça dure 3 générations. Ouais. Ou 2, même 2 c'est bien, ou même ta vie entière, c'est largement suffisant. Tu vois ce que je veux dire ? Moi, les meubles que j'ai ici, je pense qu'ils ont déjà vécu plus que ce pourquoi ils étaient conçus. Parce que c'est des meubles qui sont bien faits, et puis c'est tout. Ouais, il y a peut-être aussi du fait que on achète des choses dans l'optique qu'on va s'en lasser, et donc ça n'a pas besoin forcément de... Bah oui, c'est la mode, hein, tu vois. Les modes, les collections, ça durera pas. On le voit. Oui, bon, alors il y a des tendances, mais enfin bon, je sais pas. Moi, j'ai refusé qu'on parle, en parlant du bazar d'Alger, c'est la collection de l'été, de l'hiver, du machin. J'ai dit à mon bureau de presse, on n'utilise pas ces mots. Je vends des objets qui n'ont pas de saison, qui durent une vie, parce que je garantis, oui ça j'ai oublié d'en parler, c'est quand même important, quand je vends un objet, je garantis que vous puissiez me le rapporter 3 fois gratuitement pour que je le redore. Ah oui. Oui, gratuitement. C'est pas parce que ça s'use rapidement, c'est parce que j'ai envie que ça dure toute votre vie. Oui. Voilà. Donc, tu vois, il faut s'engager en tant qu'entrepreneur aussi. Ouais. Je m'engage en tant que personne dans ma vie à toute petite échelle. Hein. Je suis pas du tout je suis pas dans la rue, je ramasse pas des déchets sur la plage. Voilà, je fais pas tout ça. Mais à ma petite échelle, voilà, je veux que votre objet il dure le plus longtemps possible. Donc je m'engage à faire ça. Pour moi, ça me paraît logique et c'est ce que beaucoup d'entreprises devraient faire. Ce qui n'est pas encore du tout le cas. Pour moi, une marque responsable, c'est, une marque de chaussures qui te répare ta chaussure. J'en ai marre de jeter des trucs tir à rigot. Ça m'énerve. Parce que on pourrait éviter ça. C'est nul. Hein. Les 3/4 de mes fringues, c'est du recyclé. Enfin, c'est de la fripe. Mais parce que c'est trop beau, quoi. Il y a des trucs trop beaux. Alors oui, tu les payes plus cher parce que c'est... Mais voilà, ils vont durer quoi ? Ils vont durer longtemps. Quand je pense à toutes ces années où on s'en foutait. Mais totalement. Moi, gamin, les plastiques, les sacs de course... Mais j'ai produit, j'ai tué combien de tortues ? Non mais tu vois ce que je veux dire ? C'est dégoûtant. Et ça, je m'en suis rendu compte, mais quoi, là, il y a, je sais pas, 3-4 ans. Oui, parce qu'on n'était pas sensibilisés non plus. Mais ouais, mais on était débiles, hein. Enfin, je comprends pas, quoi. J'en veux, moi. Je sais pas à qui je dois en vouloir, hein, mais je suis énervé. Est-ce que c'est ma faute ? J'en sais rien, tu vois, mais on s'est beaucoup éloigné de la question. Non, mais tu vois ce que je veux dire ? Ça me gonfle parce que je comprends pas. Ouais. Qu'on ait avancé comme ça, en se disant ça ira, quoi. Alors que non, ça va pas du tout. Donc du coup, voilà, petite responsabilité, l'artisan, le producteur près de chez soi, et de la qualité, voilà. De la qualité, moins de quantité. Je te dis ça, encore une fois, dans un appart bourré d'objets, d'accumulation de trucs. Oui, mais c'est des trucs que je récupère, auxquels j'essaie de donner une seconde vie. Et puis, encore une fois, voilà, l'objet de l'artisan, il a une âme. Quelqu'un qui l'a fait, qui a appris à faire cet objet, qui l'a travaillé, qui l'a créé, qui l'a produit, peint, aimé, emballé. Voilà, je veux dire, tout a un prix, c'est comme ça. Et puis peut-être que parce qu'il est aussi précieux, on aura moins tendance à le casser, on fera plus attention et il durera plus longtemps. Bon, merci Arnold. Merci d'être venu. Merci de m'avoir accueilli. J'étais contente de t'avoir ici. Moi, j'étais contente de partager cet après-midi avec toi. qui est venu. Tu en veux un peu de fromage ? Du très bon fromage d'ailleurs. Allez tous manger chez Arnold. Une petite époisse pour la route. Merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que le parcours d'Arnold vous aura inspiré. Merci également pour le soutien que vous me témoignez sur les réseaux sociaux. Il m'est précieux pour continuer ce projet bénévole. Vous
pouvez continuer de m'aider à faire découvrir les histoires d'artisans au plus grand nombre en mettant une note sur iTunes et en vous abonnant sur votre plateforme de streaming préférée. Je vous dis à très vite avec une nouvelle histoire.